Bonjour à tous et bienvenue dans ce club francophone, votre émission consacrée aux livres et à la francophonie. Vous allez vous informer, réfléchir et rêver avec nous, on l'espère. Aujourd'hui, c'est un artiste très populaire qui nous emmènera dans son lieu de vie favori. Michel Boujna, féru de littérature et auteur de textes pour la scène, partage son temps entre Paris et Saint-Paul-de-Vence. Il a choisi 2 lieux magnifiques à Saint-Paul pour se confier à nos micros et à nos caméras. Sur la place du village, devant le café de la place qui est célèbre, c'est le terrain de boule où il y avait Yves Montand, Ventura, Georges Géret et Tutti Quanti. Vous avez joué au boule, vous, ou pas? Non, moi je joue pas au boule. Ah, jamais? Ah, c'est vrai? Ouais, chaque fois qu'ils me font jouer, tout le monde se moque de moi. Notre club de lecture avec des passionnés de livres, dont une jeune lectrice lycéenne tout à l'heure. Un focus sur l'actualité littéraire francophone et les pépites des libraires. Un libraire aura 3 minutes pour nous convaincre de lire 2 pépites, tout genre de livres confondus. On ouvre donc cette émission avec justement le club de lecture. Et on commence avec un lecteur, un grand lecteur. Bonjour Daniel Boéry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un homme politique, ancien membre du Conseil national de Monaco. Vous avez beaucoup œuvré pour la culture et le patrimoine, notamment féru de littérature, évidemment. On vous a demandé de nous parler d'un livre qui a illuminé votre vie. J'ai été très étonné. Je sais le titre, mais je ne connais pas vraiment le contenu. Dites-moi. Eh bien, c'est un livre qui est démarré en 1966. À la Sorbonne, où j'étais, et pas moi qui l'écrivais, et qui aujourd'hui a encore toute une résonance formidable du point de vue de la sociologie. Les 18 leçons sur la société industrielle. De la société industrielle. De Raymond Aron. De Raymond Aron. C'est tout à fait extraordinaire, car c'est de plein pied qu'on rentre dans la sociologie. Et on retrouve Marx, Montesquieu. Et on retrouve effectivement tous ces points qui vont être abordés avec un regard léger sur le passé et surtout l'avenir. Et on va regarder progressivement ce qui était dit à l'époque est encore valable aujourd'hui. Alors Raymond Aron, il faut savoir qu'on parle des sociétés industrielles capitalistes et soviétiques. Le constat commun, c'est qu'elles cherchent toutes le progrès. Alors que les sociétés soviétiques renforcent le collectif, mais sans améliorer le niveau de vie des citoyens, les sociétés capitalistes conduisent à la démocratie, mais elles ralentissent aussi la croissance. C'est ça qu'il dit, Raymond Aron. Ah, tout à fait. L'idée de la société industrielle, c'est effectivement la croissance, mais la croissance, c'est le progrès social et humain. Ouais. Et économique, évidemment. Bien sûr. Donc c'est tout cet ensemble. Et au début, effectivement, comme vous venez de le dire, la société était un petit peu figée dans la mesure où les habitants cherchaient à retrouver la manière de se pratiquer des habitants d'avant. D'accord. Donc, il y avait une certaine stabilité. Ouais. Et donc, avec la société industrielle, tout a changé. Et là, c'est vraiment, même si on n'emploie pas le mot de révolution, parce qu'on est en 1966. Et oui, c'est ça. Ouais, donc, ça devient très doucement. Il y a 2 blocs quand même, le bloc capitaliste et le bloc soviétique. Et il y a le bloc. C'est ça la différence, en fait. Ah ben, tout à fait. Et d'ailleurs, Raymond Aron commence par le bloc soviétique. Oui. Et c'est intéressant de le voir parce que le bloc soviétique a, en 1955, a multiplié par 10 sa croissance et a presque rattrapé les États-Unis. Qu'est-ce qui vous a fasciné? C'est ça qui a fait votre vie politique? C'est ce livre-là qui vous a décidé à partir en politique? C'était, je peux presque dire oui, parce que 1966, je suis à la Sorbonne. Je suis à la Sorbonne et, l'air de rien, je prépare mai 68. Il est interdit d'interdire. Et tout d'un coup, je me vois transporté dans tous les événements. Et je ne vais pas raconter ma vie ici, c'est pour le livre. Mais c'est là où, effectivement, je choisis le Raymond Aron.
parce que je me connaissais. J'allais juste donc un petit détail, j'allais à la Sorbonne l'écouter avant même de m'être inscrit en sociologie. Donc tout est là. Et un livre peut changer une vie, en tout cas orienter une vie. Vous en êtes la preuve vivante. Merci beaucoup Daniel Boéry. Merci pour ce conseil. Dans le Club francophone, nous donnons la parole aux lecteurs que l'on n'entend jamais dans les émissions culturelles et littéraires. J'espère que cela vous donnera des idées de lecture. Merci, à bientôt. Merci bien. Avant de partir à Saint-Paul-de-Vence, place aux pépites des libraires, une séquence qui met en valeur un libraire francophone qui a 3 minutes pour nous convaincre de lire 2 de ses pépites dénichées dans sa librairie. Aujourd'hui, c'est Déborah Damblon, libraire en Belgique dans la librairie du théâtre Le Public qui est avec nous. Bonjour Déborah. Bonjour Emmanuel. Comment ça va à Bruxelles? Mais ça va. Bon, vous avez 2 livres incontournables selon vous. Vous allez essayer de nous faire passer ça sans problème. On continue notre petit jeu de la séduction. Vous avez 2 minutes pour convaincre, 3 minutes. Allez, on commence par quoi? Allez, 3 minutes. On commence par un roman, Emmanuel, par Le Bel Obscur de Caroline Lamarche. Ah, j'adore Caroline Lamarche. Pour vous convaincre, ben voilà, c'est exactement pour vous convaincre. Mais j'ai pas lu celui-là encore, alors allez-y. C'est pas grave, j'ai 2 mots à dire. Caroline Lamarche, voilà. Quand on dit Caroline Lamarche, tout est dit. Parce qu'il y a toujours, comme dans tous ces romans, son écriture précise, dense, juste, humaine. Et elle part souvent de faits qui la touchent de près. Ouais. Ici, c'est être qui a été banni, c'est l'amour de sa vie qui l'a quitté en lui annonçant qu'il était homosexuel. Et puis, c'est ses ressentis. Donc, ça pourrait sembler être autour d'elle, mais non, c'est Caroline Lamarche. C'est ce que j'ai dit pour vous convaincre. Ouais. Donc, on touche à l'universel, on touche au sentiment, et on entre dans l'humanité la plus douce, la plus pure, la plus belle. C'est du Caroline Lamarche. Alors, il faut savoir, je vais confier quelque chose quand même aux téléspectateurs et auditeurs, c'est que Caroline Lamarche, elle est un peu fantasque. Et j'ai l'impression que celui-ci, alors je ne l'ai pas encore lu, j'avoue, mais c'était à vous de me donner envie. Dans Le Bel Obscur, j'ai l'impression que c'est un peu plus académique que d'habitude. C'est un peu moins barré, je dirais. Ça reste Caroline. Quand même? Quand même. Bon. Quand même. Bon, c'est notre Caroline. Le Bel Obscur, c'est aux éditions du Seuil, hein, je crois. C'est aux éditions du Seuil, Emmanuel. Deuxième livre, une bande dessinée. Une bande dessinée avec plein de mains, puisqu'elle est écrite par Fabienne Blanchu, Catherine Locandro et David aux illustrations. Ouais. Donc là, on est à Paris, 1945, on suit Louis, qui va décrocher son bac, en tout cas on l'espère pour lui, et il passe devant le Lutetia, il voit toute la foule des personnes qui sont accueillies au Lutetia, des anciens déportés, et il va entrer, et il va... Alors, je sais, Emmanuel, vous allez me dire, on a déjà parlé de ça, on n'arrête pas de parler de ça. Encore une BD sur la guerre, ouais. Voilà. Moi, j'en peux plus des bandes dessinées sur la guerre, hein, je vous le dis. Hein, alors, c'est important, le devoir de mémoire, le travail de mémoire est fondamental, c'est essentiel pour l'éducation, évidemment, notamment. Mais les bandes dessinées sur la guerre, il y en a tellement eu qu'on se dit... Voilà. Je savais que vous alliez me dire ça, Emmanuel, je savais. Mais ce n'est pas que ça. D'abord, c'est une bande dessinée sur l'humanité, sur les choix de vie qu'on peut faire, sur comment on peut se réaliser. C'est important. Vous vous souvenez quand vous alliez être bachelier, que vous aviez peur de ne pas l'être, peut-être? Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est des moments où on doit prendre des décisions très, très importantes pour sa vie. Mais Louis va faire ça, c'est très beau. Je trouve que ça fait partie de ces récits boussoles. Bon, Les Cheveux d'Édith, c'est en tout cas chez une très belle maison d'édition, les éditions d'Argo, hein, vous me confirmez? Absolument, c'est chez Dargaud. Merci beaucoup Déborah Damblon. Nous laisserons sur Internet les références de vos choix. Je rappelle que vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie du théâtre Le Public. À bientôt Déborah. Au revoir Emmanuel, à bientôt. Au revoir, et voici le grand entretien reportage de la semaine. On part à Saint-Paul-de-Vence, rien que ça, avec Michel Bougenat.
Ici, à Saint-Paul-de-Vence, il y a eu de nombreux artistes. Nous recevons un comédien, humoriste, conteur, réalisateur, un homme plein de vie et de mélancolie aussi. Bonjour Michel Boujna. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici à Saint-Paul-de-Vence. Vous êtes chez vous ici. Exactement. Vous vivez là en vous êtes partie. Chez moi. Si je veux, je peux vous interdire tous. C'est vrai? Oui, oui. Vous avez ce pouvoir-là encore? Oui, je fais c'est tout. Si je suis le roi. Ouais. C'est évidemment pas vrai, mais je peux. Laissez-moi le croire. Toujours avec humour, Michel. L'humour, c'est le centre de votre vie, j'ai lu ça. Ben, on peut pas vivre une journée où on rit pas, c'est une journée perdue. Mais vous vous considérez toujours comme humoriste ou plutôt comme un comédien pluridisciplinaire, un écrivain aussi peut-être? Alors vous êtes à Saint-Paul-de-Vence, il faut savoir qu'à Mais un humoriste, Saint-Paul-de-Vence, ouais. il y a eu de nombreux écrivains. Certains sont morts ici d'ailleurs, je vous Oui, souhaite merci. pas, enfin en tout cas Oui. le plus tard possible. James Baldwin, qui est mort Oui. ici en 87. Vous vous sentez l'âme d'un écrivain parce que vos textes, ils sont très écrits quand même. Oui, mais je suis d'abord quelqu'un qui habille tout avec de l'humour. Ouais. Donc, on peut me définir comme ça. Et quel que soit le mode d'expression que je vais choisir, l'écriture, la scène, le cinéma, je vais essayer de faire rire, parce que si je ne fais pas rire, alors ça n'a aucun intérêt. Ouais. C'est quand on rit des choses qu'on est sérieux. Et c'est comme ça qu'on avance. Alors je vous parle d'écriture parce que quand on regarde Les Magnifiques, quand on lit votre livre aussi, vous aviez publié un livre en 85 sur Les Magnifiques avec tous ces personnages. Moi j'ai toujours eu le sentiment que c'était écrit comme un roman. Ça aurait pu être un roman, sauf que vous dites, vous, moi j'écris un peu comme un conteur mes spectacles. Mais avec tous les personnages qu'il y a, c'est un vrai roman, Les Magnifiques. D'ailleurs, vous ne l'avez jamais lâché ce roman-là? Non, puisque j'en ai fait plusieurs versions, Ouais. que c'est comme un feuilleton presque dans ma vie. Mais je suis d'abord un conteur, et puis vous ne pouvez pas enlever ma voix de mon écriture. Ouais. Et vous ne pouvez pas enlever mon écriture de ma voix. Ouais. Ça marche dans les deux sens. Donc c'est pour ça que ça va devenir un film, pour une raison au fond assez simple. Tant que je joue, ils sont vivants. Le jour où j'arrête de jouer, ils meurent. Il faut les entretenir. Le cinéma va me permettre de sortir de ce cercle infernal. Vous allez les figer, c'est ça? Oui, c'est terrible d'ailleurs, parce que le cinéma, c'est la preuve de l'absence. Ouais. C'est-à-dire que quand le film va sortir, moi, je serai déjà ailleurs. Si mes enfants sont contents de voir ça, ou si les enfants sont contents de voir ça, les enfants de mes enfants, et que c'est un document à la fois artistique et presque historique sur des gens qui sont en train de disparaître, je suis content. Mais moi, je le fais pour moi. Ouais. Mais vous préférez le théâtre. Vous Oui. étiez comment quand Trois hommes et un couffin arrive de Colin Serrault, après Lévi et Goliath aussi, formidable film de Gérard Houry. Vous étiez comment à ce moment-là? Parce qu'on ne vous a pas trop vu au cinéma par la suite. Ben non, parce que moi, je préfère la scène. J'ai refusé beaucoup de choses. Et puis, à force de refuser, après, bon, ils ne sont plus venus me chercher. Bah Ils ont oui. dit, celui-là, il ne veut pas. Oui, c'est ça. Maintenant, si on me demande ce que je préfère, c'est 1, jouer sur scène, 2, écrire, 3, être metteur en scène au cinéma. c'est Parce ça. que quand je suis metteur en scène au cinéma, je fais tout. Ouais. Je joue tout. Ouais. Je suis tous les rôles. C'est comme si j'étais sur scène. Et Et l'écriture, ça nourrit votre vie. La littérature, vous dites que ça Tout le nourrit temps. votre vie. tout le temps, ça a changé ma vie. Quels sont les livres qui vous ont illuminé? Il y a les livres et la peinture qui ont changé ma vie. Il y a des livres qui ont changé votre vie? Ah bah bien sûr. Lesquels? 100 ans de solitude, Ouais. Les Valeureux, Solal, Ouais. d'Albert Cohen. Mais il y a aussi Hermann Hesse qui m'a beaucoup marqué, Narcisse André Goldmund. Schwarzbach aussi, Le Dernier des Justes. Le Dernier des Justes, ça a été fondamental parce que ça a été la Pourquoi première fois. Parce que c'était la première fois que je me retrouvais devant un public qui était le public de ma classe, Ouais. où je racontais quelque chose. Et c'est marrant parce que c'était pas drôle. Non. On va rappeler juste qui est André Schwarzbach. Il a le prix Goncourt en 1959 avec Oui. ce livre-là. C'est un ancien résistant, famille de déportés. Et il va démontrer que le peuple juif ne sera jamais dans la violence, malgré toutes les violences qu'ils subissent. Ils sont dans une forme, non pas d'acceptation, mais en tout cas de paix. Ouais. Voilà. Hélas, c'est pas. C'est un sujet vraiment très douloureux pour moi, tout ça, surtout aujourd'hui. Ouais. Mais ce livre m'a beaucoup marqué
et je l'ai raconté à ma classe. Et quand je l'ai raconté à ma classe, tous les élèves sont venus me voir en me disant « mais c'est génial quand tu racontes Ouais. ». Et j'ai découvert Ça a ce commencé jour-là là, ouais, que, j'adorais raconter, mais ça je le savais plus ou moins, mais je racontais des conneries. Ouais. Mais j'ai découvert que j'avais cette capacité. Ouais. Parce que j'étais très mal considéré à l'écrit, parce que j'étais nul en orthographe. Vous savez, quand j'écrivais courir, par exemple, comme je ne savais pas s'il y avait un R ou deux R, j'en mettais 3. Comme ça, la personne disait « ah, ce garçon a de l'humour ». Il ne savait pas que j'étais nul. Et j'ai commencé à déguiser les choses comme ça. J'ai toujours déguisé les choses. Donc, mais l'écriture a joué un rôle, évidemment. Ouais. Les livres, Les Misérables. Quand j'ai découvert Les Misérables, quand j'ai découvert Victor Hugo, quand j'ai découvert Balzac, quand j'ai découvert Alexandre Dumas, toute la littérature, ça m'a fait rêver. Et donc, Mais ça vous a aidé aussi dans votre vie à sortir de cette petite mélancolie. Énormément. Votre mère en parlait d'ailleurs de votre mélancolie. Je sais que c'est un sujet toujours sensible pour vous, mais il y a la figure de la mère dans toute votre œuvre, Michel Boujna. Oui. Elle est présente, elle est encore présente. Et vous alliez au cinéma avec elle en tête-à-tête, comme vous dites, tous les deux. Est-ce que vous avez fait ce métier pour la rendre fière de vous? Non. Parce que vous dites qu'un comédien joue toujours pour le regard de quelqu'un. Ça, c'est sûr. Mais je pense que c'est pas pour le regard de ma mère, parce que le regard de ma mère, je l'avais. Ouais. C'est plus pour le regard de mon père que j'avais moins. Ouais. Les raisons pour lesquelles on fait les choses qui nous dépassent, elles sont multiples. C'est très mélangé. Il faut aller au bout de ses rêves, sinon ça n'a aucun intérêt. Et j'ai une chance formidable. Je peux le faire. Enfin, à peu près. Vous vous rendez compte la chance que j'ai. Et malgré ça, je passe mon temps à me plaindre, vous vous rendez compte? Mais ça, vous avez toujours fait ça. Oui, parce vous êtes un chouineur, Michel. Ouais, un chouineur méditerranéen. Oui, exactement. Ouais. Mais je dis souvent que si j'arrête de me plaindre, je suis au chômage. C'est mon essence. Bon, vous êtes parrain d'un festival qui a commencé cette année, ici à Saint-Paul-de-Vence, les Remparts du Rire. On va aller sur la place de la Courtine, qui n'est pas très loin d'ici, pour poursuivre cet entretien. Et on va rencontrer une jeune humoriste, la relève peut-être, parce qu'il y a plein de jeunes dans ce festival et vous êtes content d'être entouré de jeunes. Bah oui, moi je suis parrain. C'est deux garçons du village qui font du théâtre et qui ont une troupe et qui s'appelle les Collectionneurs et qui font... D'ailleurs, le dernier jour, ils ont fait leur spectacle et c'est un spectacle que j'aime beaucoup. Et c'est quand ils sont venus me voir pour les aider pour ce festival, j'étais très content. Moi, je m'occupe du festival de Ramatuelle. Quand je suis ici à Saint-Paul, je suis à la maison, donc j'ai pas envie de travailler. Vous voyez mais ça valait le coup là. C'est sympa, ça apporte des choses au village. Tout le monde est content, tout le monde les aide, les restaurateurs, il y a des hôteliers, il y a Monsieur Philippe Pêche qui tient cet endroit, qui est devenu un endroit incontournable, l'art et le vin à Saint-Paul-de-Vence, c'est très important. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut venir boire du vin avec modération. Moi, je suis obligé de faire de la pub parce que quand je viens, moi, je suis obligé de dire avec modération. Ah oui. Quand vous venez, vous ne payez pas? Ah ben non. Bravo. Ben oui, parce que je belle mentalité. Je fais de la pub. Ouais, bien sûr. Mais il faut dire aussi que je ne bois pas. Donc, ça va alors. Si c'est des verres d'eau comme ça va. Pour le garçon qui tient l'endroit, c'est très économique. Je suis une agence publicitaire, mais gratos. On y va. Par contre, c'est un endroit où on se retrouve tous ici et c'est très agréable. On y va? Parce que l'heure tourne. Oui, l'heure tourne. Allez, buvez un verre d'eau, on va place de la Courtine dans ce club francophone avec Michel Boujna, ici à Saint-Paul-de-Vence. Allons-y. Là, on est dans le vieux village. Ça, c'est la limite. En bas, il y a un terrain de boules. Alors, sur la place du village devant le café de la place, qui est célèbre, c'est le terrain de boules où il y avait Yves Montand, Lino Ventura, Georges Géret et Tutti Quanti. Vous avez joué aux boules, vous, ou pas? Non, moi je joue pas aux boules, je suis nul. Ah, c'est vrai? Ouais, chaque fois qu'ils me font jouer, tout le monde se moque de moi. Pourquoi? Parce que je sais pas, c'est pas mon truc. Pourtant, vous savez pas pointer, au moins? Oui, je pointe. Ça, c'est facile. Mais sinon, ils m'ont appris à jouer à la belote. Ouais. Mais j'ai trop la tête en l'air. Mais j'adore jouer à la belote. Et parce que c'est très convivial. Et le seul enjeu, c'est se foutre des autres, quoi. On rit beaucoup. Ça. On rit beaucoup.
Donc on arrive place de la Courtine. Ouais. C'est là que se déroule ce fameux festival, les Remparts du Rire. Absolument. Avec des jeunes. Et on va rencontrer une jeune humoriste que vous connaissez forcément, enfin une jeune comédienne, qui s'appelle Lola Letaroui. Oui, absolument. Elle doit être quelque part, elle doit nous Qui attendre. joue dans la compagnie Les Collectionneurs. Il y a une particularité avec cette compagnie, vous allez comprendre tout de suite, très étonnant, très inédit, avec une forme de théâtre voilà, qu'on n'a pas vu ailleurs. Alors il y a une particularité avec cette compagnie Les Collectionneurs, c'est que vous proposez un menu. Oui. On est dans un théâtre, il y a un menu avec des grandes œuvres de la littérature et on choisit. Exactement. Avec une entrée, un plat, un dessert. Exactement. Comment ça fonctionne ça? Eh bien en fait le spectateur il a tablé comme au restaurant et il a son menu entre les mains qui lui indique donc toutes les propositions qu'il a, qu'il va pouvoir faire, tous les choix. Et donc du coup il va pouvoir choisir une entrée parmi notre sélection. Il y a 3 sélections d'extraits d'œuvres, donc il pourra choisir son entrée. Donc c'est simple, comme au restaurant, le serveur qui est sur la scène va demander à l'assemblée si quelqu'un a fait son choix, quelqu'un lève la main. Ah voilà, c'est ça. Exactement. Et donc on désigne un volontaire qui va lever la main et qui pourra choisir une entrée parmi les 3 propositions. C'est pas tout le public en fait qui choisit un plat parce qu'on s'en sort pas. Non, Il y a une personne différente à chaque étape du menu en fait. Vous êtes obligé d'aller dans les petites salles du coup. Ah bah non, pas forcément. c'est adapté partout. Après ça marche très bien dans un cadre intimiste. Ouais. Mais c'est comme un restaurant, vous avez des grandes terrasses qui font 300 couverts et vous avez des petits restaurants Ouais, c'est avec 4 tables. Quel est votre meilleur souvenir? Vous avez un souvenir particulier? Alors attends. En 300 dates. En Lola. 300 dates, est-ce que j'ai Ta un préférée? souvenir? Quelque chose qui vous a marqué avec le public qui a réagi Quelque chose qui m'a marqué. Alors attendez, j'ai un mauvais souvenir, mais je vais pas le citer celui-là. Bah, c'est le premier qui vous vient. C'est le premier qui Alors, m'est c'est venu, quoi? mais, non, mais je pense vraiment pas le citer. Il vaut Allez-y, vraiment pas la allez-y. peine d'être raconté si Pourquoi? vous croyez. Ouais. C'est un élève dans une classe qui nous a demandé. Donc on jouait on faisait des représentations scolaires également. Donc on va dans les salles de classe et on joue le spectacle dans les salles de classe. Et là c'est un élève, donc il avait ses 3 propositions et il nous a demandé un texte qui n'était évidemment pas du tout au menu et qu'il s'agissait d'être un ouvrage un peu polémique. Il nous a demandé de lui interpréter un extrait de Mein Kampf. Et donc là on était un peu subjugués. 13 ans, ouais. 13 ans. Ouais. 13 ans. Très provocateur évidemment. Je me rappelle que moi j'étais derrière en train de me changer pour préparer la scène qui suivait avec Louis et c'était Julien donc, qui était sur scène et qui s'est pas laissé démonter et qui était mais vraiment. On n'a pas ça à la carte. On n'a pas. Excuse-nous, Mein Kampf malheureusement on l'a retiré de la carte en automne. Désolé, on ne pourra pas vous le faire, on n'a pas ce qu'il faut en cuisine. Bon, le droit est magnifique, on entend une école en plus avec des gamins en bas, je trouve ça superbe, il y a un son incroyable et ce panorama, et là vous avez juste là les remparts avec Saint-Paul-de-Vence et ces anciens bâtiments, c'est vraiment Non, c'est très beau. classé en partie, c'est vraiment très beau. Vous dites être lucide mais pas pessimiste. Oui. Croyez-vous en la paix, là aujourd'hui, dans Bien sûr. l'état dans lequel le monde est? Oui. Croyez-vous à Oui. cette paix dans le monde? Oui. Oui, oui. Oui, parce que si j'y crois pas, alors je me jette là. Et la cohabitation De tout le monde. des Oui. Palestiniens, des Oui, Israéliens par absolument, exemple? absolument. J'y crois beaucoup. Oui, je pense que c'est indispensable et que ça arrivera un jour. Parce que c'est extrêmement douloureux pour tout le monde. Bon, on vous souhaite beaucoup de réussite pour le montage de ce film, comme on dit. Ouais, mais moi, je souhaite Et- surtout beaucoup de réussite à cette équipe qui a monté ce festival. Et, La compagnie Les Collectionneurs, merci de nous avoir accueillis. Et vous serez au Théâtre des Variétés, je crois, en Oui, janvier en janvier, 2026. je joue une pièce qui s'appelle Toute la famille que j'aime. Bon, merci beaucoup de nous Ouais, je avoir vous en accueillis prie. ici à Saint-Paul-de-Vence. C'était un grand Mais plaisir. C'est gentil d'être Bonne venu. chance aux collectionneurs et à tous les jeunes beaucoup. humoristes. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. On quitte Saint-Paul-de-Vence pour donner la parole à un lycéen, comme toutes les semaines, un lycéen qui vous conseille un livre de son choix, toutes catégories, tout genre confondu, liberté totale. Aujourd'hui, nous accueillons Ambre. Bonjour Ambre. Bonjour. Tu es en classe de terminale Oui. au lycée Régnier 3, Oui, hôtellerie je crois, hein. oui, Et tu as choisi un livre incontournable, un classique. en effet. Lequel? J'ai choisi Un sac de billes de Joseph Joffo Pourquoi? parce que je trouve que c'est un livre hyper poignant qui résume à peu près l'histoire de 2 frères
qui partent pour survivre à la guerre. Et je trouve ça vraiment fascinant, le courage qu'ils ont. Alors, ces 2 frères, effectivement, qui vont parcourir la France, qui vont fuir la guerre, envahis par les nazis. Quel est le passage qui t'a marqué? Quel est celui qui t'a impressionné, ou en tout cas que tu gardes en toi? Je pense que le plus marquant, c'était celui où ils décrivent clairement les scènes qui se passent dans les camps de concentration et comment l'antisémitisme était vraiment très... en fait, c'était vraiment oui, c'était ça. présent, mais c'est surtout c'est le moins qu'on puisse dire, oui. déchirant, parce qu'on voit comment un homme peut traiter un autre homme alors qu'ils sont pareils, quoi. Ouais, la bêtise humaine. Exactement. Vraiment l'illustration de la bêtise humaine. Alors, Joseph Joffo s'est fait aider, figure-toi, pour écrire ce livre. Tu sais par qui? Non. Par Patrick Cauvin, un autre auteur très connu. En fait, son éditeur lui dit « Ce serait bien que tu te fasses aider par quelqu'un, une plume qui existe déjà dans le monde littéraire. Oui. » Et donc, il a écrit ce livre avec Patrick Cauvin qui a corrigé. Et ça a eu un succès considérable. Combien de ventes, à ton avis? Beaucoup sûrement, mais je sais pas. À peu près. Je sais pas. 10, 20, 30, 20 millions. Ah oui. 20 millions vendus dans 22 pays. Épais. Bon, écoute, merci pour ce conseil. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? En ce moment, je lis Sous une pluie d'étoiles de Laura Wood. D'accord, ça te plaît? C'est moins bien que Joseph Joffo? Je préfère quand même, mais bon. Bon, tu reviens évidemment quand tu veux. Je te souhaite de passer la meilleure année scolaire possible. Merci. Avec le bac en poche à la fin. Espérons. Et comme je le dis à tous ceux qui sont en terminale, avec la mention. Merci beaucoup, Ambre. À très bientôt. Un dernier conseil de lecture avec ce récit du prix Goncourt Alexis Génie qui rend hommage à Francis Allais, botaniste de génie, qui a consacré sa vie aux arbres. Un scientifique dont il s'est nourri et qu'il a découvert par hasard, dit-il, il y a 30 ans. Il raconte son parcours, mais aussi son engagement, ses folles expériences, notamment au sommet de la canopée. C'est un livre enthousiaste, comme le dit Alexis Génie, qui raconte aussi ce choc que Francis Allais a reçu un jour en entendant un professeur dire « N'admirez pas », car pour ce prof botaniste, admirer fausse le jugement. Et ça, c'est resté en lui toute sa vie. Il y a plein de petites histoires comme ça à découvrir dans ce livre, Alexis Génie, un naturaliste sur le toit de la forêt. C'est aux éditions Paulsen. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et en podcast. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. Bon week-end, bonne semaine à vous tous. À la semaine prochaine.